Ils ont bonne mine là. Ouais bah. Ils attendent hein. Mais il n'y a personne pour leur rentrer dedans, c'est embêtant. Ah, ils ont bonne mine alors là. Si j'y allais moi avec ma canne, qu'est-ce que tu ferais? Je dis au moment où j'ai envie d'aller leur dire bonjour pour voir l'effet que ça leur fait. J'ose pas, mais vraiment, ça me tente. Allez leur dire bonjour là. Nous nous inclinons devant toutes les victimes du génocide et de la guerre. Leur être fidèles, c'est continuer à nous dresser contre les résurgences du fascisme, les négationnismes, les falsifications de l'histoire, la banalisation des crédits fascistes, contre tous les racismes et la xénophobie, contre tous les terrorismes d'État, collectifs ou individuels, contre tout ce qui porte atteinte aux libertés et au respect de la dignité humaine. La bête n'est pas morte. Il y a eu deux zones différentes. Il y avait la zone occupée et la zone non occupée. La zone nono, comme on disait. Certains disaient la zone libre, enfin libre. Bon. Moi, dans la zone où j'étais, c'était tout de suite l'occupation allemande. Alors c'était les drapeaux à croix gammée à tous les établissements publics. C'était aller à la mairie, présenter sa carte d'identité pour y faire mettre le tampon allemand. C'était dans les rues défiler des soldats allemands avec leur aïe-aïe-o et tout ça, et leurs bottes et tout ce qui s'ensuit. C'était l'occupation avec un grand O. Il faut vraiment l'avoir vécu pour se rendre compte de ce que c'est. Hein. Au début, ils sont corrects, ils sont corrects, corrects. Ils ont fait semblant au début. Ben, mes collègues n'avaient pas changé, j'ai retrouvé les mêmes collègues. Ouais. Et je ne connaissais pas de collègues communistes. Mais bon, collègues de gauche, disons, voilà. Oui, ouais. Je savais si les gens étaient de gauche ou de droite quand même, voilà. Ça se voyait à quoi? Bon, quand même. Ça se voyait à quoi? Disons, ça se sent quand même quand on parle avec les gens. Hein. Alors, ce qui fait que dans les conversations avec les collègues, oui, vraiment, on se retrouvait sur la même... oui, je me rappelle... Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu quelqu'un de favorable parmi mes collègues, quelqu'un de favorable au régime de Vichy, je ne crois pas. En tout cas, les collègues avec qui... il y en avait avec qui je parlais plus ou moins, disons. Hein. Alors, les collègues avec qui je sympathisais, bon, on était évidemment hostiles à l'occupant. Par contre, dans les collègues de mon école, je ne sentais pas de... comment dirais-je, ce qu'on appelait de résistance, de vraiment... Non, ils ne se portaient pas, mais pas au point de se mettre en cause personnellement, disons, voilà. Au mois d'octobre 40, à la gare, au moment où j'allais prendre mon train, je me suis retrouvée avec deux camarades, moi j'avais pas de carte du parti, j'étais sympathisante, on n'avait pas de carte à ce moment-là, avec alors une ancienne collègue d'école normale, et puis une institutrice de Rouen que j'avais côtoyée l'année précédente, la drôle de guerre 39-40, j'étais dans une école de Rouen,
où j'avais connu, cette autre institutrice. Alors toutes les deux, elles m'attendaient avec le professeur en question pour me le présenter, pour nous présenter réciproquement l'un à l'autre. Pas tout simplement, je pense, parce que j'avais connaissé mes sentiments antifascistes et pro-communistes. Et lui était antifasciste et communiste. Il était même déjà résistant, mais ça j'ignorais. Donc là, il s'appelait Valentin Feldman. Voilà. Enfin, il était d'origine russe, mais il était nationalisé français. Son nom russe, c'était Vladimir, transformé en Valentin en français. Alors, on a commencé par se rencontrer dans le train, on a sympathisé, et puis petit à petit, on est devenus amis, si bien que par la suite, on s'est rencontrés aussi en ville. Je suis même allée chez lui, je ne sais plus à quelle occasion, enfin bon, plusieurs fois. Et puis, enfin c'était au début de 41, je me rappelle d'une fois où on se promenait sur la plage, sur la promenade de la plage, là, et il y avait déjà des barbelés sur les galets, une plage de galets, et je m'avais montré en me disant la limite du camp de concentration occidental. Par les politiques, forcément, on lisait le journal local, qui, autant que je me rappelle, si je me rappelle bien, devait s'appeler La Vigie de Dieppe. Enfin, j'étais néophyte, disons, la résistance, j'imaginais pas exactement comment ça se passait. Alors, puis je savais pas qu'il était résistant à ce moment-là. Alors je parlais, comme je savais qu'il allait régulièrement à Paris, je me rappelle une fois, il y avait d'autres voyageurs. Ah, est-ce que vous rencontrez peut-être quelquefois René Maublanc? Il pouvait se trouver dans le compartiment des gens que ça pouvait alerter. Bon, pour moi, ça n'avait pas d'importance, si on peut dire, mais pour lui, qui était déjà dans le bas de la résistance, évidemment, ce n'était pas le moment de le citer devant d'autres personnes, déjà. Alors, je me rappelle qu'il avait eu le réflexe que je me suis aperçue que ça le gênait, et il m'avait vite emmené dans le couloir pour continuer la conversation dans le couloir. Elle a pris des oreilles indiscrètes. Voilà. Par contre, un jour, il m'a passé une brochure. Une brochure, justement, de Politzer, communiste français, qui était une réponse au fameux discours dont je parlais, le discours de Rosenberg, là, à San Diego. Et bon, voilà, évidemment, c'était une brochure clandestine. Et bon, ben là, évidemment, il était évident que pour avoir cette brochure en main, c'est qu'il avait des accointances avec la résistance. Alors, ce qui fait que, à la suite de ça, ben, je lui ai demandé pour. Je dis que bon, ben, je lui ai demandé pour participer à la résistance avec lui. Alors, je me rappelle que ce jour-là, il a commencé par m'expliquer en long et en large tout ce que ça comportait comme risque, et puis toutes les consignes auxquelles il fallait se soumettre, en particulier cesser toute relation amicale, sentimentale ou autre, avec les gens, les amis, etc. Et puis avec la famille, pas un mot à la famille, aux amis, aux proches, et tout. Enfin bon, toutes les consignes de sécurité, qui étaient c'était draconien. Et bon, ben, j'ai accepté. Et puis, ben là, je ne l'ai pas revu. Après, ça, c'était ça devait être je pense que c'était au mois d'avril 41. Du moment qu'il était résistant et moi aussi, il fallait qu'on coupe. D'accord. Et vous l'avez pas revu après, en fait? Non. Et à ce moment-là, j'ai revu une fois. Certainement au mois de décembre. Le soir, comme je revenais de l'école pour rentrer chez moi, j'avais donc traversé mes 2 ponts. À l'extrémité du 2e pont, je me suis trouvée face à face avec Valentin Feldman, mais qui n'avait pas son apparence vestimentaire habituelle, qui avait pris l'apparence d'un ouvrier, pour ainsi dire. Bon. Alors comment exactement? Il me semble qu'il devait avoir une gabardine, ou un impair, ou est-ce qu'il avait une casquette, ça je ne sais pas. Enfin bon, toujours est-il que moi. Bon. Et il faut dire aussi qu'à cette époque, le soir, au mois de décembre, on n'y voyait presque pas, parce qu'il y avait des consignes d'extinction, de camouflage des lumières.
Alors on s'était très peu éclairé, hein. On était dans une espèce de lumière bleutée, blafarde, là, même que ce soit dehors, dedans ou dehors dedans, il fallait camoufler les lumières avec des rideaux, et à cause de l'aviation alliée. Et dehors, c'était pareil, les lumières étaient camouflées à moitié, on y voyait à peine. Et moi, je l'ai reconnu, mais je me suis rendu compte tout de suite, évidemment, qu'il se cachait, quoi. Qu'il a pris l'apparence de quelqu'un qui se cachait. Bon, il n'avait pas modifié son apparence physique, mais il se cachait. Et très brièvement, là, il m'a dit, il m'attendait pour me demander de dire à ma camarade chez moi d'aller chercher les stencils, que d'habitude c'était lui qui le portait, d'aller chercher ces stencils chez une autre personne. Alors, donc, il fallait donc que je lui fasse la commission d'aller chercher les stencils à tel endroit. Pourtant, il me faisait confiance, évidemment. Et puis, bon, ça a été très bref, et au moment de nous séparer, il m'a dit, c'est la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, je vous remercie de ce que vous faites pour nous. Finalement, il a été arrêté en 42 et par la suite fusillé au Mont-Valérien en juillet 42. Alors à la rentrée 41, au mois d'octobre 41, il m'a envoyé une camarade, une résistante communiste, que je connaissais déjà parce elle était à l'école normale en même temps que moi, pendant la même promotion. On était trois promotions, un an de différence. Mais je la connaissais, puis je savais qu'elle était antifasciste, elle aussi, bien sûr. Et qui m'a demandé si j'acceptais de l'héberger, elle, avec son matériel, avec son imprimerie clandestine, un grand mot, évidemment, c'était l'imprimerie artisanale, c'est-à-dire une machine à écrire et une ornéo à tourner à la main. Voilà. Elle était originaire du Havre, elle avait de la famille au Havre, alors donc, en principe, elle était en congé de maladie, ce qui était vrai, elle était en congé de maladie, évidemment un congé de maladie donné par un docteur complaisant, complice. Ben, moi, je menais une vie légale par ailleurs, puisque j'étais institutrice. Alors, comment elle faisait? Il fallait assourdir le bruit de la machine, je ne sais pas quoi, il me semble qu'elle mettait une couverture pour assourdir le bruit, enfin bon, il y avait des précautions à prendre quand même. Alors chez moi, elle imprimait l'Avenir Normand, le journal régional du Parti communiste français. Il me semble qu'elle imprimait aussi, devait aussi imprimer des tracts pour le Front National, je crois. Le Front National avait été des petits bons. Évidemment, il fallait économiser le papier, hein, parce que tout était contingenté, se procurer du papier, de l'encre. Bon. Alors, c'était qu'on vendait 3 francs, bonne souscription, en faveur des patriotes français emprisonnés par la Gestapo pour rater la défaite de Hitler, comité de Front National. Bon de souscription, 3 francs. Alors ça servait bien sûr, il y avait déjà des emprisonnements. À l'automne 41, il y avait déjà des gens emprisonnés. Et ça servait aussi naturellement à payer la propagande du Front National. Voilà. Alors là, je vendais ça, mais je proposais ça à mes collègues de l'école qui me prenaient, évidemment. Bon, ceux à qui je pensais pouvoir en confiance. Moi, évidemment, je n'étais pas à l'abri de bavardage, il aurait suffi qu'elle s'en parle à quelqu'un d'autre. Mais enfin, bon, ça, heureusement qu'on ne pensait pas toujours à tout ce qu'on risquait. On le faisait, il fallait le faire, on le faisait, voilà, bon. Alors, elle est donc restée chez moi depuis depuis la rentrée à peu près, jusqu'à peut-être la mi-décembre ou vers la dernière semaine de décembre, je ne sais plus exactement. Toujours été qu'il y a un moment où elle m'a dit qu'elle n'allait pas rester, qu'elle allait chercher une autre planque, on appelait ça une planque, bon, ce qu'elle en gros se cachait, puisqu'elle était cachée chez moi.
Il n'était pas seulement caché, mais enfin bon, puisqu'il faisait du travail clandestin. Et elle a donc, ah oui, parce qu'elle a appris qu'elle était recherchée. Donc, il fallait pas, dans ces cas-là, il valait mieux changer de planque, comme on disait. Alors, elle a trouvé une autre planque, laquelle, évidemment, je n'en savais rien, bien sûr, mesure de précaution, de sécurité. Alors, elle est partie de chez moi, donc dans le courant décembre. Oui, c'est d'accord, je ne me rappelle pas exactement quand. En emmenant sa machine à écrire, mais pas la Renéo, parce que c'est trop encombrant. Alors, la Renéo, c'est moi qui m'en suis occupée, parce que j'avais une collègue avec une amie, donc je vous disais qu'il y avait de la famille à Poitiers. Et puis cette collègue et amie était tombée malade, sérieusement d'ailleurs. Elle faisait une grosse dépression et elle était en congé de maladie prolongé dans sa famille à Poitiers. Et elle m'avait donné les clés de son logement, c'était tout près de chez moi, dans le centre, là, à côté. Elle m'avait donné les clés de son logement pour que je puisse lui envoyer des affaires dont elle aura, parce qu'elle était partie un peu en vitesse, et puis en laissant beaucoup de choses dont elle avait besoin par la suite. Alors elle m'avait laissé ses clés pour que je puisse lui envoyer au fur et à mesure des objets ou des vêtements dont elle aurait besoin, ce qui se faisait. Alors j'en ai profité évidemment sans le lui dire, pour cacher la Renéo dans son logement. Fin décembre, début janvier, il y avait le congé de Noël, jour de l'an. J'étais chez mes parents à Rouen. Et là, j'ai vu débarquer, à la fin du congé, j'ai vu débarquer les inspecteurs de police français, avec mandat de perquisition, s'il vous plaît, parce qu'ils avaient retrouvé la trace. Ils ne l'avaient pas retrouvé, mais ils avaient retrouvé la trace de son passage chez moi. Comment ça? C'est-à-dire qu'ils savaient qu'elle avait logé chez moi. Alors, pour le coup, j'ai été convoquée à la police judiciaire de Rouen, ma mère également, ma mère qui ignore absolument tout, évidemment. Et puis, moi, en m'interrogeant sur la présence de mon ami, évidemment, j'ai servi ce qu'on avait convenu d'avance. Ils ont perquisitionné chez mes parents, perquisitionné. Alors, ils étaient deux. Heureusement, sur les deux, il y en avait un qui n'était pas un policier zélé. Il y en a un qui a fouillé dans le rez-de-chaussée. Les affaires de ma mère, il y avait tout le courrier qui était en bas. J'avais une petite chambre à l'étage. Alors là, un autre policier qui m'a accompagné. Et par chance, ça devait être un patriote, tout simplement, un gars qui était contre l'occupant, quoi, qui n'était pas zélé. Et il m'a laissé lui montrer ce que j'ai bien voulu lui montrer. Heureusement, parce que j'avais caché quelque chose sous mon matelas. Alors, je me suis précipitée pour soulever mon matelas moi-même de façon à ce que, qui voit, je n'avais rien caché dessous. Est-ce que c'était ce fameux Pulitzer, ou est-ce que c'était... Non, je crois pas. Non, puisque j'avais dû lui rendre, hein. C'était sûrement pas ça. C'était autre chose, un écrit clandestin. Qu'est-ce que c'était? Je me rappelle plus. Un tract, enfin un écrit clandestin. Le lendemain, je réintégrais mon poste à Dieppe. Alors là, la police m'a donné rendez-vous à la gare de Dieppe, où j'ai été suivie discrètement, enfin, par deux inspecteurs qui m'ont accompagné jusqu'à mon logement. J'ai appris par la suite par les propriétaires concierges, là, par les vieilles filles qui tenaient l'immeuble où j'avais une chambre, que la police était installée dans l'escalier depuis plusieurs jours, en attendant que je reçoive une visite intéressante, peut-être. Peut-être pour être mon ami en question, je le recherchais, ou une autre. Enfin, toujours, ça a failli d'ailleurs être une autre. Enfin bon, toujours est-il que là, alors, nouvelle perquisition dans ma chambre. Bon, là, j'avais caché des tracts aussi dans le fond c'était un logement, c'était des mobiliers, c'était des vieilleries, c'était un logement meublé. Et il y avait des vieux fauteuils avec un espèce un fond, enfin, dans lequel j'avais caché des trucs qui n'ont pas. Il aurait fallu que ce soit là les soldats qui berçaient. Enfin, là, c'est passé inaperçu. Bon, là, il y en avait un qui était zélé, l'autre pas, mais enfin, ils n'ont rien trouvé. On est convoqué ensuite chez le juge d'instruction de Dieppe.
nouvel interrogatoire, où j'ai confirmé ce que j'avais dit, mais enfin, votre ami, vous n'avez jamais vu de paquet, de gros paquets, parce qu'il pensait à la Renéo, évidemment, gros paquets, moi je faisais pas attention, hein, moi j'allais et venais, je faisais pas attention. Enfin bon, toujours est-il, et puis si vous avez des nouvelles de votre ami, naturellement, vous nous prévenez, vous saurez comment il parle. Bon, enfin, n'empêche que le juge d'instruction en question, j'ai toujours supposé que ça devait être aussi un patriote, bon, à Dieppe quand même. Ils n'étaient sûrement pas tous comme ça, mais enfin, parce qu'il m'a prévenu que je restais sous surveillance et que mon courrier en particulier allait être surveillé et même sous-entendu ouvert. Bah, il n'était pas obligé de me le dire et finalement bah, c'était me prévenir d'un danger, hein, je ne voulais pas trop... Alors le résultat c'est que justement, bon, il n'avait rien trouvé, mais comme je possédais les clés du logement de mon ami où j'avais caché la Renéo, je me suis dit, oui, mais elle m'écrivait de temps en temps, puis il m'arrivait qu'elle me dise, puisque tu as mes clés, tu m'envoies ceci ou cela. S'il tombe sur une lettre où elle me dit ils vont savoir que j'ai la clé de notre logement, et puis... Alors, pour le coup, il se trouve que... Donc, ils sont venus vers cette perquisition, donc chez moi, la veille de la rentrée scolaire, et le lendemain, je vois arriver chez moi une camarade, résistante communiste, Denise Paris, qui est devenue plus tard Denise du maire de Montreuil, Denise par la suite, Denise Dufriche, c'est ça, Dufriche qui était en Montreuil. Enfin bon, toujours est-il que elle est venue me voir le lendemain. S'il était venu un jour plus tôt, la pauvre était effrayée, peut-être moi aussi, j'en sais rien, ce que ça aurait eu comme conséquence. Voilà, peut-être je vais avoir aussi un alibi pour sa visite, sûrement. Enfin bon, toujours est-il que... Alors naturellement, je lui ai dit, mais voilà, il y a le problème de cette Ronéo, il faut absolument la faire enlever, parce que... Alors c'est elle qui s'est occupée par la suite de la faire enlever. Vous aviez un nom d'emprunt? À ce moment-là, non, après... Oui, j'avais un nom d'emprunt, c'était Michel. Voilà, simplement. Michel, on avait souvent des noms, on prenait souvent des noms dont la consonance pouvait se supposer que c'était un homme ou une femme, qu'on ne savait pas. Vous ne pouvez pas savoir. C'était pratique, de ce point de vue-là. Vous l'aviez choisi comment? Et puis, comment? Vous l'aviez choisi comment, ce nom? Alors ça, je ne me rappelle pas. Est-ce qu'on me l'a proposé, ou si c'est moi qui l'ai proposé, je ne sais plus. Non, on me l'a proposé, je suppose. Non, on me l'a proposé. Il ne fallait pas que le même que quelqu'un. Si je l'avais choisi moi-même, je pouvais tomber sur un pseudonyme qui était déjà à quelqu'un d'autre. Et après, quand je suis devenue clandestine, plus tard, alors à la fin de la résistance, alors là, j'avais une fausse carte d'identité, je m'appelais Françoise Vaillant. Mais en Bretagne, dans un endroit évidemment où vous ne pouvez pas vérifier l'état civil. C'est un grand groupe de résistance, comme dans le Vercors, ou c'est organisé comment? Non, c'était pas des maquis, hein. C'était des groupes de résistance urbaine, comme on a appelé pas ça par la suite. Alors c'est quoi un groupe de résistance urbaine? Ben, ce sont des petits groupes de gens qui en général qui travaillent, des gens qui vivent normalement et qui en dehors de leur travail font mènent des actions de résistance. Donc, des sabotages, de la propagande, etc. À Neuchâtel, ça devait être 8, ouais. Et vous vous réunissez? Ah non. Vous connaissez? Non, moi, en tant qu'agent de liaison, j'avais pas de réunion avec les autres, non. Et les autres, par contre, se réunissaient à 8, à 7?
Alors les autres, est-ce qu'ils se réunissaient tous ensemble ou ça se passait de l'un à l'autre? On évitait le plus possible les réunions parce que c'était trop dangereux. Parce que si une réunion était découverte, ben, c'en était 7 ou 8 qui pouvaient disparaître. Hein. Je connaissais les deux qui sont venus voir au début, oui. Je connaissais aussi un responsable du Front National avec qui j'avais affaire à Neuchâtel-en-Bresse, ou à Rouen plus exactement à Rouen, les trois, à qui je transmettais des messages ou à qui vers qui je convoyais des réfractaires qui voulaient s'engager dans la résistance. Alors c'était moi qui les présentais à l'état-major de Rouen. Donc voilà. Et l'état-major de Rouen, c'est une personne. Enfin, Non, ce n'était pas qu'une personne, mais moi j'avais la relation qu'avec une personne. Et par contre, donc tu dis vous étiez à une petite dizaine sur Neuchâtel-en-Bray, mais tu ne connaissais pas les 10. Non, au départ, je ne les connaissais pas. Ceux que j'ai connus, c'est ceux que j'ai été chargé de convoyer, comme on disait, de Neuchâtel à Rouen, parce qu'ils, pour les transporter des armes, enfin, c'était des revolvers et les vêtements de rechange qui leur servaient. Et c'est là que je me suis fait arrêter, mais avant, je ne les connaissais pas. Il y en avait un que je connaissais, et pas les autres. On avait rendez-vous à Rouen en ville avec on avait un signe de reconnaissance, un certain journal sous le bras ou plus encore autre chose parce que le journal ça pouvait prêter à confusion. Enfin bon, on avait un signe de reconnaissance comme ça, on se rencontrait en ville et on s'arrangeait pour que ça paraisse anodin, quoi, disons. Vous étiez présenté ces réfractaires? Je me rappelle un particulier qui en est mort, le pauvre. Un en particulier qui m'a été envoyé par... quand je suis allée voir un secrétaire de mairie pour collecter, il fallait le faire tout régulièrement, tous les mois, collecter les tickets de ravitaillement. Quand j'y suis allée, il m'a signalé qu'un jeune demandait un jeune réfractaire demandait d'entrer dans la résistance. Alors il m'a donné un rendez-vous avec lui et ensuite, moi, quand je l'ai vu, je lui ai donné rendez-vous pour l'emmener à Rouen, justement, voir le présenter au responsable. Voilà. D'accord. Et après, vous ne le revoyez pas? Après, je ne l'ai pas revu. J'ai su simplement, beaucoup plus tard, que il avait fait partie d'un maquis, le maquis de... Ça s'appelait Barneville-sur-Seine. Je crois que c'était des grottes dans la forêt. Et ils avaient comme refuge des grottes dans la forêt, disons. Un maquis, enfin on appelait ça un maquis, et dans la région là-bas, évidemment, c'était pas comme ici dans la montagne, un maquis, ils étaient peut-être une dizaine, voilà, c'est tout. Hein. Et puis, ils ont des victimes d'une dénonciation, des gens du pays qui se sont aperçus qu'il se passait des choses. Et ils ont été cernés par les Allemands qui les ont... Et il a été tué. Il y en a qui ont été tués, d'autres qui ont été déportés, qui ne sont pas revenus. Leurs actions, c'était c'était pas des grandes actions à ce moment-là, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Ils n'avaient pas d'armes, évidemment. Les armes qu'ils avaient généralement, c'était des armes qui étaient prises aux Allemands, qu'eux arrivaient à prendre aux Allemands. Ils faisaient du sabotage, donc, et puis des... C'est quoi un sabotage? Parce qu'on un sabotage, ça pouvait être saboter un pylône électrique, ça pouvait être saboter des choses plus importantes comme faire un sabotage dans une centrale qui la paralysait ou des choses comme ça.
dans le fonctionnement concret de ton petit groupe, en fait, tu es quasiment au courant de rien. Ah non, je ne devais pas être au courant. Chacun avait sa tâche et je devais surtout pas être au courant de ce qui se passait, ailleurs. Parce que au cas où on était arrêté et qu'on était torturé et qu'on pouvait parler, il ne fallait pas pouvoir mettre en cause les autres. Donc il ne fallait rien savoir. Ça implique une discipline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion sur les ordres. Il n'y a pas de vie démocratique au sein de la résistance. Ah bah forcément non. Ça a forcément un caractère militaire. Et tout ce qui est groupe armé, ça a forcément un caractère militaire. J'ai rendez-vous avec le groupe de Neuchâtel, à la gare de Neuchâtel, donc, pour les accompagner jusqu'à Rouen. Et c'est dans le train qu'on me remet la mallette en question. Voilà. Et vous êtes 7 à prendre le train? Oui. Oui, c'est tout, mais je ne sais plus. Enfin, bon. Et vous vous dispersez pas, vous prenez le train tous ensemble? Bah, ça a été une grosse erreur. D'abord, bah oui, il y aurait dû se disperser. Puis en plus, le responsable de leur groupe là, a fait une grosse erreur sur ce point de vue-là. Puis en plus, il était recommandé de ne pas descendre dans des grandes gares. Parce qu'il y avait souvent des contrôles dans les grandes gares. Ce qui s'est produit d'ailleurs, justement. Donc là, c'était une imprudence de celui qui avait organisé la chose. Voilà. Moi, je me rappelle quand je suis arrêtée, d'ailleurs, j'avais un message, j'avais pas pris le temps de l'apprendre par cœur et de le supprimer, évidemment. Et quand on me l'avait remis, j'avais un message sur moi qu'heureusement j'avais réussi à manger quand j'étais arrêtée. Un message je devais porter à quelqu'un, Normand. Après mon arrestation à moi, il y avait un jeune qui avait laissé son vélo à la consigne quand il ne devait pas aller le rechercher normalement, puis il a voulu aller le rechercher quand même, il s'est fait arrêter là. Lui et ce jeune-là, bon sous l'effet, je suppose, d'une torture morale, puisqu'il avait une jeune femme là qui attendait un bébé. Enfin, je sais qu'il n'a pas été torturé physiquement, parce que ça je l'ai constaté, mais bon, je suppose qu'il a été torturé moralement. Enfin, toujours est-il que lui a dit tout ce qu'il savait. Il a vendu tout le monde. Alors il a commencé par emmener les policiers chez une ouvrière de la banlieue rouennaise, là, qui l'avait hébergée. Ensuite, il les a emmenés au restaurant où il avait rendez-vous régulièrement avec un résistant. Le résistant en question avait noté sur lui en clair, comme on disait, au lieu de coder, il avait noté un rendez-vous avec une camarade de résistance, qui était ma camarade d'école normale d'ailleurs. Un rendez-vous à la gare, alors ils l'ont conduit, revolver dans le dos à la gare, évidemment, quand mon ami là, l'avait là, courait vers lui, il a essayé de faire les gros yeux, mais c'était trop tard. Bon, elle s'est fait prendre aussi. Et voilà, c'est toute une série en cascade. On avait des consignes de prudence très, très rigoureuses, mais c'est vrai que, bon, c'était pas toujours facile non plus de les observer. Et puis, bon, on était jeunes, bon, alors les jeunes, c'est pas imprudent, bah oui, bon, voilà. Alors, tu te retrouves en prison, on te questionne. Oh, c'est pas en prison qu'on me questionne. On est d'abord emmené au commissariat central de police de Rouen. C'est là qu'on est questionné. Ça, c'est la police française. C'est la police française, voilà. En fait,
C'est la brigade, ce qu'on appelle ce qui s'appelait la brigade spéciale antiterroriste. Voilà, c'était le chef de la région normande, de la brigade spéciale, qui s'appelait Ali. Ali, ouais. C'était un peu le Touvier de là-bas, quoi, disons. Ici, c'était Touvier, la milice, là-bas, c'était Ali. C'était un Et puis interrogatoire. après, en prison, on était quelquefois dessous. J'étais aussi interrogée en prison. Alice venait m'interroger, elle est venue m'interroger à la prison, je me rappelle. Au moins une fois, plusieurs, je ne sais pas, je ne sais plus, mais au moins une fois. Enfin, l'interrogatoire, c'était surtout avant. On va dire aussi qu'on a été interrogé donc par la police française, qui nous a transmises naturellement, comme il se devait à l'époque aussi à la Gestapo. On me rappelle encore la fraction noire qui nous avait emmenés toutes les deux au siège de la Gestapo à Rouen. Et là, on était interrogés par un policier gestapiste, bon, qui était interprète en même temps, qui parlait français. Et on a eu la chance par la suite que les réseaux de renseignement français qui étaient en relation avec Londres et De Gaulle avaient signalé l'emplacement du siège de la Gestapo à Rouen. Et l'aviation anglaise, qui visait bien, il ne restait pas tout le temps, les Américains, les forces américaines, ça tombe à côté. Mais l'aviation anglaise est venue bombarder le siège de la Gestapo, qui a été complètement détruit, les archives aussi évidemment, si bien que les traces de notre interrogatoire ont disparu. Alors, ça a été aussi une chance inespérée, ça. C'est ce qui nous a sauvés en partie, c'est qu'on s'est appliqué à paraître comme des petites jeunes naïves, petites jeunes filles naïves, à l'époque, on dirait que les jeunes filles ne se versaient pas du tout dans la politique, on n'avait même pas le droit de vote d'ailleurs à ce moment-là. Hein. Bon. Alors on n'était même pas des citoyennes. Et puis on s'est fait passer pour des petites jeunes naïves et qui s'étaient fait, disons, utilisées par la résistance, quoi, sans se rendre compte de ce qu'on leur faisait faire. Voilà. Nos airs d'innocentes aussi ont été bien appuyées par nos mères respectives. Ma mère et la mère de ma copine étaient allées trouver le fameux Ali, là, qui tenait sa vie entre nos mains, pour ainsi dire, je ne sais pas comment ils sont prises, mais enfin, il faut dire qu'il avait deux filles. Alors, est-ce qu'ils ont agité la fibre paternelle? J'en sais rien. Enfin, vis-à-vis de deux jeunes, là, bon, j'en sais rien. Je ne sais pas comment elles ont essayé d'intervenir en notre faveur, mais enfin, bon, montrant qu'on était des petites jeunes filles, des petites filles bien gentilles, voilà, bon, innocentes et inconsidérées, voilà. Et puis, oui, évidemment, notre fameuse Ali, là, faut dire que quand de l'année 43, il y a eu Stalingrad, il y a eu le vent qui a tourné, et il avait tellement de choses sur la conscience qu'il a commencé à avoir la frousse pour lui. Et ce qui fait que par la suite, vis-à-vis des autorités de la Gestapo, des autorités allemandes, disons, et même, oui, il nous a plutôt, toutes les deux jeunes, il nous a plutôt défendus, disons, pour se procurer un alibi par la suite. Parce qu'on s'était demandé, nous, pourquoi il avait l'air plutôt d'intervenir en notre faveur, et on s'est dit, bon, il a la trouille, voilà, simplement, bon. Et ça s'est d'ailleurs vérifié, parce que à la Libération, bon, on l'a recherché naturellement, il s'est sauvé, mais il a été reconnu, et on l'a arrêté.
Et il a envoyé sa femme trouver ma mère et la mère de ma copine pour demander que nous témoignions toutes les deux en sa faveur pour dire qu'il nous avait préservés qu'il nous avait fait libérer, quoi. Évidemment, bon, on n'a jamais allé témoigner en sa faveur, évidemment, on ne pouvait pas aller témoigner contre, là, il y en avait suffisamment d'ailleurs pour le faire, parce que c'était un beau fumier. Alors ça, ce sont des photos quand j'ai été arrêtée, et deux jeunes là, qui avons été là, des tas de chances qui ont fait que nous avons été emprisonnés que 4 mois. Quand nous avons été arrêtés, ben, nous avons un droit. D'abord, on était resté une semaine au commissariat central de police de Rouen. Ensuite, on nous a transférés en prison, arrêtés officiellement. C'était en décembre 1943. La première chose qu'on fait quand vous arrivez à la prison, ben on vous fait retirer vos chaussures, vos lacets, on vous retire vos lacets, on vous retire... Les effets on personnels. vous fouille, naturellement, vous avez toutes vos poches, vraiment, bon, vous pouvez garder vos vêtements, mais on les fouille d'abord, bon. Et puis vous passez à l'anthropométrie. Ça, je suppose que ça existe toujours maintenant dans les prisons d'ailleurs. C'est-à-dire que on vous photographie, c'est toutes les coutures, on vous passe à la toise. Puis ça, qu'est-ce que j'ai mis de côté? Bon, alors ça, bon, c'est autre chose, c'est pas la peine. Alors, c'est un souvenir personnel, disons, parce que quand nous avons été emprisonnés, les hommes d'un côté, dans la prison, il y avait le quartier des hommes, le quartier des femmes. Il y avait aussi le quartier, dans chaque quartier, homme ou femme, il y avait le quartier droit commun, le quartier politique. Nous étions au quartier des politiques. Et nous étions, en principe, nous étions de dangereuses terroristes, toutes les 3 femmes que nous étions. Il y avait ma copine et moi. Puis il y avait aussi une ouvrière, qui avait une cinquantaine d'années, une ouvrière du textile de la banlieue rouennaise, qui avait été arrêtée là parce qu'elle avait été hébergée à un de ceux qui avaient été arrêtés là, et qui l'avaient dénoncé, hélas. On était toutes les 3, on devait d'abord nous mettre chacune dans une cellule, puis finalement, je me rappelle que j'étais intervenue particulièrement pour faire valoir, quand on était à la prison, que jusqu'au commissariat, on était restés une semaine toutes les 3 ensemble, que si on avait des choses à se communiquer, c'était fait, donc c'était pas la peine de nous isoler. Alors comme ça les arrangeait finalement d'avoir une cellule occupée au lieu de 3, ça va accepter de nous laisser toutes les 3 ensemble. C'était tout de même plus vivable que toute seule, c'est sûr. La solidarité à ce moment-là, c'est précieux. Et bon, alors la cellule, évidemment, ça me fait un peu rire la façon de parler. Quand on parle de l'état des prisons actuellement, c'est vrai que les prisons actuellement, ça ne correspond pas aux droits de l'homme. Bon. Mais alors à ce moment-là, bon, il y avait 3 lits de fer avec une paillasse et une couverture. Et puis il y avait, dans un coin, il y avait la tinette, c'est-à-dire un seau avec un couvercle pour nos besoins. Voilà, c'était ça la cellule. Et pas de chauffage, on était en hiver. Heureusement qu'au début, on avait eu la possibilité de faire apporter des vêtements par notre famille. Et puis dans la journée, on s'enroulait dans la couverture, on s'asseyait sur le lit comme ça pour supporter le froid. Et puis, le personnel de la prison et le curé, on pouvait entrer à volonté dans notre cellule, évidemment. Je me rappelle qu'une fois, le curé, qui était là, l'aumônier, comme on dit, l'aumônier des prisons, était là pour soutenir le moral de ses ouailles. Enfin bon, je me rappelle qu'une fois, évidemment, il entrait là,
Il entrait là-dedans comme il voulait quand prévenir. Bon, je suppose que c'était un surveillant qui devait l'ouvrir. J'étais sur la tinette quand il est entré, parce que le régime de la prison, bon, comptait pas très bien les intestins. Et on avait droit quand même à... Qu'est-ce qu'on avait? De la purée de pois cassée avec des petits verres cuits dedans. Il y avait... c'est un concours d'ailleurs, c'est qui en trouverait le plus, ça s'amusait comme on pouvait. Et puis on avait droit aussi, quelquefois, des espèces de boulettes de viande ou de je sais pas trop quoi, enfin bon. Enfin, et puis il y avait quelque chose qu'il fallait quand même couper en morceaux. Et on n'avait pas, naturellement, on n'avait pas de couteau, hein. On avait une écuelle qui devait être en aluminium parce que la soupe chaude dedans, on était obligé de se mettre à quatre pattes pour la manger parce qu'on ne pouvait pas saisir, on pouvait pas tenir la gamelle, elle était bouillante. Et puis une cuillère, une fourchette, je ne sais pas, je crois pas, parce qu'une fourchette ça pique. Non, non. Il devait avoir qu'une cuillère. Ils n'atturaient pas de couteau, alors comme on avait besoin d'un couteau quand même pour couper les trucs qu'on nous donnait, là je ne sais pas ce que c'était, des trucs, une espèce de viande, je ne sais pas trop ce que c'était. Alors non, d'autres, quand il y avait des alertes, des avions qui venaient bombarder, on descendait à la cave quand même. Bon, on descendait à la cave et là on se retrouvait avec des prisonnières de droit commun. Puis on arrivait quand même, malgré la surveillance, évidemment, on s'est surveillé de près, on arrivait quand même à se dire des choses. Et on avait su que on pouvait très bien se fabriquer un couteau avec une baleine de corset. Alors, il suffisait de prendre une baleine de corset et de l'aiguiser sur le ciment de la cellule. Alors, notre brave Bruyère qui était avec nous deux, là nous on n'avait pas de corset, mais elle avait un véta. Alors, elle nous avait extrait une baleine de son corset qu'on avait entouré d'étoffe. On avait trouvé un bout d'étoffe, voilà, puis on s'était fabriqué chacune un couteau comme ça, voilà, qu'on aiguisait sur le ciment. Voilà. Et bon, j'ai toujours gardé cette baleine de corset, parce que c'est un souvenir de la prison, mais c'est un souvenir de la pauvre Madeleine, son vrai prénom c'était Bertravo, et elle voulait qu'on l'appelle Madeleine, je ne sais pas si c'était son nom de guerre ou un autre prénom qu'elle préférait, enfin bon. Et elle n'a pas été libérée, avec nous les deux jeunes qui l'avons été. Et ma mère a continué à lui apporter des colis à la prison quand c'était possible et tant qu'elle y a été. Elle est restée encore 2-3 mois. Et après, la police française l'a livrée aux Allemands, elle est partie en déportation. Elle est morte à Ravensbrück. Et vous avez réussi à sortir avec le couteau? Vous avez réussi à le dissimuler et à sortir faut croire, puisque je ne sais pas comment j'ai fait, mais enfin, faut croire, oui. Est-ce que vous les cachiez où dans la cellule? Il y avait ils fouillaient la cellule des Oui, fois oui, mais enfin, je sais qu'une fois, alors, on n'avait pas le droit non plus à un miroir, une glace, parce que on pouvait casser, avoir des morceaux et s'en servir comme morceaux pour agresser. Alors, je me rappelle qu'une fois, ma mère, un peu naïve, elle nous avait confectionné un pâté sans viande, là, et puis elle avait glissé dedans un petit miroir. Tout ce qu'on recevait, avant de nous donner, on s'était piqué, ils ont trouvé la glace. Alors, la surveillante, elle a dit, c'est pas la peine de vous amuser à ça, hein, parce que de toute façon on trouve. Et puis on n'avait pas été sanctionnés, enfin on nous l'avait retiré, montrant qu'évidemment c'était pas la peine. Ça c'est des petits détails, mais en fait c'est des anecdotes de vécu, disons, hein, c'est ça. Hein. Voilà.
quand j'étais libérée, donc j'étais libérée au mois d'avril. Bon, alors évidemment, je me suis d'abord devenue tranquille. J'ai d'abord repris un Avril poste 44. d'enseignante. Avril 44. 44, oui. Toujours à J'ai encore donné Neuchâtel. un poste d'enseignante. À Neuchâtel, à Non, Rouen? alors là, j'étais aux environs de Rouen, à la campagne, à Quincampoix. La campagne. Et puis, là, je me suis tenue tranquille jusqu'au débarquement. Et puis, c'est après le débarquement qu'on l'a de nouveau contacté. Et que on m'a envoyé là dans une ferme aux environs de Duclair, là où j'étais secrétaire imprimeuse. Voilà. C'était moi qui avait la machine à écrire et la Renéo. Ma copine et moi, parce qu'elle aussi a repris travail dans la résistance, je me rappelle que quand on nous a demandé justement de rempiler, comme on dit, de reprendre ça, nous sommes allés voir l'inspecteur d'académie qui s'appelait Famin, je me rappelle. Il était resté inspecteur d'académie pendant toute l'occupation. Il n'était pas spécialement collabo, mais enfin il est resté à son poste évidemment. Et il aurait pu donner sa démission et s'en aller, mais enfin il était resté. Mais enfin, toujours est-il qu'on était allé le voir pour lui dire, pour lui dire que lui demander de disparaître justement. Et comme à cette époque-là, il avait évidemment intérêt. Il ne faut pas besoin de vous dire que il a tout de suite marché dans la combine. Ça consistait à imprimer la presse clandestine. C'était la presse des Forces Unies de la Jeunesse Patriotique, FUJP. C'était une espèce, comment dirais-je, ça fédérait toutes les organisations de jeunesse de la résistance. J'imprimais donc pour les Forces Unies de la Jeunesse Patriotique, pour l'ensemble des forces des jeunesses, et aussi pour les jeunesses communistes aussi qui en faisaient partie, et pour l'Union des jeunes filles aussi qui en faisaient partie. Je reçois ce qu'on appelait des stencils, et puis voilà, puis j'imprime. Et vous écriviez aussi? Parce que vous dites que vous aviez une machine à écrire, vous écriviez des articles? Ah non, c'était pas moi qui... Non, Non. on me donnait on m'apportait les stencils, j'avais simplement, je me chargeais d'imprimer. Et après, quelqu'un vient chercher les journaux imprimés? Oui. Toujours la même personne? Oui, toujours la même personne, qui est devenue mon mari par la suite d'ailleurs. Mais j'ai pas vu la libération de Rouen malheureusement, mais bon, parce qu'ils avaient autre chose à faire à Rouen que de venir me chercher. Ils ont occupé les bâtiments publics, ils ont pris possession des bâtiments publics et tout. Et toi, tu étais toujours à la campagne en train de... Alors moi, à ce moment-là, non, évidemment, à ce moment-là, bon, comme ça faisait déjà un certain moment que les Allemands étaient en pleine débâcle, et on les voyait traverser la Seine à la nage pour se sauver de l'autre côté. Ils abandonnaient leurs fusils dans les prés, si bien que quand on allait me chercher, mon futur mari donc, est venu me chercher le lendemain, j'avais récupéré un fusil allemand. Je me suis ramené lui aussi d'ailleurs, on est revenu avec un fusil en bandoulière, en vélo. En résistant, je pense qu'on le reste jusqu'à la fin de ses jours, et que résister, c'est pas baisser les bras, c'est pas se résigner, c'est pas désespérer, c'est toujours avoir un espoir et travailler et agir dans cet espoir, quelles que soient les circonstances. Voilà, pendant la guerre, c'était pire. Hein.